Bonjour, nous sommes ici pour parler du capital développement, ce parent pauvre du private equity qui est devenu peut-être le parent riche et surtout le parent accélérateur pour les entreprises de croissance. À une époque, il y avait le LBO d'un côté, le venture et puis au milieu une sorte de grand no man's land. On espérait un jour peut-être lever des fonds en bourse. Et aujourd'hui, ce n'est plus le rêve des entrepreneurs, en tout cas c'est le rêve de moins d'entrepreneurs puisqu'il y a cette classe d'actifs, le capital développement. Mais il faut se l'approprier, il faut en connaître les règles du jeu. Et c'est pour ça qu'avec mes trois speakers, nous allons pouvoir explorer comment le capital développement est un outil certes de dilution, mais un outil d'accélération de la croissance, d'internationalisation et comment s'approprier les règles du jeu du capital développement. Avec moi donc Pierre-François Thaler, bonjour, cofondateur de EcoVadis, qui va nous raconter un petit peu l'histoire et l'accélération d'EcoVadis, agence sociale et RSE mondialisée. Avec moi aussi Emmanuel Lellier, Head of Private Equity de Tikehau Capital, qui a un certain nombre de fonds, dont des fonds de capital développement et d'accélération. Et puis Yann Durusquet, qui a eu la main heureuse sur beaucoup trop de dossiers pour que ça soit tout à fait de la chance. Et donc Eurazeo Growth, le bien nommé, Growth, donc tout un programme. Voilà un petit peu. Si vous voulez dire un mot sur vos rôles respectifs et vos entreprises, et puis ensuite on rentre dans le débat. D'accord, très heureux d'être ici tout d'abord. Donc je suis cofondateur et co-dirigeant d'EcoVadis. On est deux fondateurs et deux dirigeants. On se partage tout à part égal depuis 13 ans. Voilà. Et EcoVadis, on est la première plateforme mondiale de notation des chaînes d'approvisionnement en matière environnementale et sociale. C'est-à-dire qu'on travaille pour les grandes multinationales et on les aide à noter la performance de leurs fournisseurs sur les CO2, les déchets, le respect des droits de l'homme, l'éthique, la diversité. Voilà. On est 700 employés dans le monde. On travaille avec 50 000 clients dans 150 pays et le volume d'achats géré sur la plateforme, c'est-à-dire le montant des achats des grandes multinationales qui passe au travers d'évaluations EcoVadis, on l'a estimé l'année dernière à 1 400 milliards de dollars. Donc ça représente un petit marché, un certain volume. Marché. C'est un nouveau marché. Et voilà. Et notre objectif, c'est au travers du levier d'achat des grands groupes, aider ou pousser toutes les PME et toutes les entreprises partout dans le monde une dynamique RSE à améliorer leur performance environnementale et sociale, réduire les émissions de CO2 par exemple. D'accord. Voilà. Alors on va revenir tout à l'heure sur l'accélération de la croissance de cette entreprise grâce au capital développement. Emmanuel, en quelques mots, Tikehau Private Equity. Oui. Et en growth. Bonjour à tous. Private Equity chez Tikehau, ça représente un peu plus de 4,5 milliards. Nous faisons un seul métier depuis un peu plus de 15 ans en Private Equity, qui est celui d'accompagner des entrepreneurs, justement. Rentrer en partenariat avec des entrepreneurs pour les accompagner dans cette phase de croissance à l'international et être un vrai partenaire, en apportant à la fois des financements et aussi tout un tas de soutiens opérationnels dont je pense qu'on reviendra. D'accord. Et toi ? Alors moi, je travaille chez Eurazeo. Donc Eurazeo, c'est une société d'investissement diversifiée avec à peu près 20 milliards d'actifs sous gestion. C'est une société européenne. Et donc chez Eurazeo, je m'occupe du Growth Equity. Et donc pour nous, le Growth Equity, c'est des investissements, donc essentiellement des participations, des augmentations de capital de sociétés technologiques, donc européennes, puisqu'on a des bureaux en France, en Allemagne et en Angleterre. Voilà, donc on participe à hauteur de 50 à 100 millions d'euros dans ces augmentations de capital qui sont destinées à accélérer la croissance de ces sociétés. On a à peu près 2 milliards sous gestion en growth. Et à ton actif, Content Square, Doctolib, ManoMano, Payfit, Vestiaire Collective, Farfetch. Vestiaire Collective qui a annoncé un tour récemment que vous avez peut-être vu, Farfetch à l'international, Adjust aussi, Tink en Suède. Donc des sociétés qui font plus de 50% de croissance par an. Beaucoup d'entre elles font plus de 100% de croissance par an, avec des niveaux de chiffre d'affaires qui sont déjà assez élevés. Donc on parle de parfois plusieurs centaines de millions d'euros, comme Farfetch, qui continue à croître très vite. Et donc l'objectif étant de conquérir davantage de marchés, de lancer des nouveaux produits. Bon, je pense qu'on va parler de tout ça. Tout à fait. Alors pour commencer, on va voir la corporate story d'EcoVadis. Corporate story qui a été un autofinancement pendant 8 ans, donc les vaches maigres, mais aussi la discipline du cash et du cash entrant avant le cash sortant pour se développer. Et puis ensuite, une première levée de fonds, 30 millions, rien que ça. D'accord. Et puis ensuite, quelques années plus tard, 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, 200 millions.
Alors, raconte-nous un petit peu la corporate story et surtout l'equity story et ce que vous avez fait de cet argent et les leçons qu'en tant que dirigeant, tu en as tirées. Sur la préparation. Alors, si on revient au départ, quand on a créé Ecovadis en 2007, voilà, c'était vraiment les balbutiements de la RSE et l'attention qu'il y avait. On avait le ESG, voilà, aujourd'hui, dans les têtes de tous les acteurs du private equity, ça n'existait pas vraiment. Donc on était sur un marché balbutiant. On n'a pas tout à fait autofinancé parce qu'on a fait un premier tour quand même de Friends and Family. Là, pour, and Fools. Voilà, Friends, Family and Fools. Voilà. Mais effectivement, pendant les premières 8 années, voilà, on a autofinancé quelque part le développement. Le marché démarrait lentement, on n'avait aucun concurrent dans le monde, donc il n'y avait pas de pression externe, il n'y avait pas de budget marketing énorme. Voilà, nous on souhaitait pas non plus se diluer. Voilà, et on a réussi à atteindre une taille relativement importante en 2016 quand on a fait le premier tour de table, puisqu'on était déjà 250 personnes, on avait déjà des bureaux dans plusieurs pays, voilà, pour faire le premier tour de table. Et alors que vous aviez fait cette phase la plus difficile, la phase d'amorçage et de monter à 250 personnes, et déjà vous mondialisez, pourquoi avoir choisi à ce moment-là d'accélérer et de lever de l'argent à l'extérieur pour accélérer ? À l'époque, en 2016, le principe ProDriver, c'était passé d'une expansion européenne aux États-Unis. D'accord. Voilà, on avait commencé à s'installer aux États-Unis. On s'était aperçu que ça coûtait extrêmement cher. C'était pas du tout les mêmes budgets pour recruter les équipes, pour faire du marketing. Enfin, voilà. Quand je compare démarrer un business en Europe et démarrer un business aux US, c'est un peu comme allumer un feu. D'accord. Voilà. En France, on peut le faire avec des petites allumettes et puis ce qui est des petites brindilles. Mais aux États-unis, il faut le charbon et le paquet. Et donc, on a décidé qu'il fallait des moyens supplémentaires. Et c'est à ce moment-là qu'on a fait ce premier tour de table avec Partech. Qui nous avait beaucoup aidé sur tout ce qui était technologie notamment et formalisation d'un certain nombre de process et certains recrutements clés. Quoi. À ce moment-là, vous avez quel taux de croissance? Et est-ce que la réaction est positive tout de suite ou il y a quand même un an de dating pour qu'ils comprennent le modèle? À quelle vitesse ça a eu lieu? Dans quel cadre? Non, avec Partech, ça s'est passé très bien tout de suite. Enfin, une des raisons pour laquelle on a fait le tour de table avec Partech, on a eu un processus compétitif, on avait un certain nombre d'offres, c'est qu'on a eu un fit culturel et personnel tout de suite avec Omri et Bruno, là, les deux associés du fonds de croissance. Nous, on était chez nous, quelque part, chez Ecovadis, sans investisseurs financiers depuis 8 ans. On avait un petit peu peur de se faire embêter. On voulait voir des gens qui soient des vrais partenaires et puis qui nous imposent pas un reporting excessif. C'est tout de suite ce qui s'est passé. Et on a notamment travaillé sur recrutement de key people, un chief marketing officer à Washington, un CTO, des choses qui nous ont aidé à accélérer. Du smart money respectueux des cofondateurs qui avaient fait les 8 ans de traversée dans le désert. Exactement. Je crois que c'était une des raisons principales pour lesquelles on a choisi Partech, c'était ce fit culturel qui fait qu'il n'y a pas eu de période effectivement d'acclimatation difficile. Et pour nos amis du private equity, et pas trop de reporting. Faut qu'on continue à sentir chez soi. D'accord. Et avec cet argent, donc l'aventure américaine a pu être accélérée avec succès. Ou est-ce que ça a été l'aventure américaine, elle a pu démarrer en 2016, et je dirais que ça marche aux États-Unis uniquement depuis l'année dernière en fait. On est partis tous les deux aux États-Unis, Frédéric et moi. Et on a fait beaucoup d'erreurs pendant 3 ans. On a recruté, on avait des moyens, mais on a recruté des mauvaises personnes. Parfois, on a fait des mauvais investissements. Enfin, c'est compliqué les US, c'est compliqué dans notre contexte où la maturité sur le développement durable ou l'ESG, elle n'est pas du tout la même qu'en Europe. Trump n'aidait pas. Trump n'était pas, ou même la maturité générale du marché. Voilà. Et c'est uniquement depuis 1 an que ça a changé. Maintenant, depuis quelques mois, plus de 50% du nouveau business vient des États-Unis. Donc la machine s'est mise en marche. Quoi. Et puis ensuite, 200 millions levés. 200 millions. Pour faire quoi? Pour attaquer l'Asie? Pour densifier la prise de conscience mondialement et aux États-Unis? 200 millions levés parce qu'il y a une vraie accélération du marché depuis 1 an. Nous, on est sur un segment de l'ESG qui est l'ESG dans les relations B2B ou dans les chaînes d'approvisionnement. Mais bon, pour tous ceux
dans cette salle-là qui sont dans le ESG, dans le private equity, vous avez dû sentir qu'il y avait un changement de braquet dans les demandes des LPs. Il y a un certain nombre d'acteurs qui se positionnent, qui sont maintenant tous les grands acteurs de la finance, tous les S&P, les Moody's et autres. Et le marché change vraiment de dimension. Donc on a décidé qu'il fallait que nous, on accélère sur la techno notamment, pour avoir beaucoup plus d'intelligence artificielle dans notre plateforme. Donc on a 250 personnes maintenant qui sont en R&D, en IT. Voilà, donc c'est la levée de fonds avec CVC l'année dernière. C'est vraiment parce que le marché, il y a un vrai point d'inflexion dans le marché de tout ce qui est les data ESG, la notation ESG, le développement durable de façon générale. Et puis on voulait garder notre position de leader au moment où la compétition change, parce que c'est maintenant des acteurs tout à fait différents. D'accord. Mais alors maintenant, on va voir le point de vue des fonds. Comment ils sélectionnent, à qui ils confient leur argent, dont ils sont fiduciairement tenus d'assurer un rendement. Emmanuel, comment tu te positionnes en termes de sélection des entreprises? Quel taux de croissance tu regardes? Quel ticket tu déploies? Et quels sont les critères que tu as en tête? Alors, c'est un choix mutuel. Effectivement, je suis content d'entendre que Pierre-François effectivement parle de fit et de sélection, parce qu'effectivement, on est choisi. Alors, contrairement à d'autres classes d'actifs, où quand on vend une entreprise, on ne choisit pas forcément celui qui va la racheter, ou l'équipe de management. Je pense que c'est une des thématiques fortes dont on pourra reparler. L'équipe de management, effectivement, ça se passe bien, et ce partenariat se met bien en place parce qu'on se choisit mutuellement. Et on se choisit parce qu'il y a un bon fit humain, pour travailler ensemble, parce qu'on regarde dans la même direction et qu'on partage un projet, et parce qu'on peut apporter quelque chose à l'entreprise. Le chef d'entreprise, effectivement, sait très bien ce dont il a besoin. S'il ouvre son capital et qu'il est prêt à abandonner 20 points, 30 points de son capital, il faut que ça lui apporte vraiment de la valeur. Pour que ça lui apporte vraiment de la valeur, il va chercher à le mesurer. Il va le faire parce qu'il en a vraiment besoin. Il ne le fait pas juste pour se faire plaisir. Il le fait parce qu'il en a vraiment besoin. Il le fait et il va chercher à juger, à comparer les offres et à s'assurer qu'effectivement le partenaire qu'il a va délivrer effectivement la promesse. Smart money. Voilà, smart money. Donc ça c'est très important parce que c'est le gage probablement qui fait que ça se passe bien effectivement et ça délivre la promesse, parce qu'effectivement c'est un garde-fou effectivement qui fait que le chef d'entreprise, entrepreneur, cherche vraiment et s'assure que ça fonctionne bien. Et alors quels critères en termes de taux de croissance, de taille aussi d'entreprise? Donc nous, ce qui nous passionne, c'est d'accompagner des histoires entrepreneuriales, donc d'accompagner des entrepreneurs et d'accompagner des entrepreneurs qui ont une passion dans ce qu'ils font et qui ont une très forte ambition. Voilà. Donc l'ambition d'aller conquérir le monde et qui pour ça ont besoin de capitaux. Parce qu'effectivement, si on veut avoir une croissance accélérée, ça ne se fait pas au rythme du cash flow généré par l'entreprise, il faut des capitaux extérieurs. Ça ne se fait pas non plus avec de la dette, parce qu'après, il faut la rembourser, ça va venir gréver les cash flows. Donc, il y a besoin de fonds propres et il y a besoin d'un partenaire, parce que ça peut permettre d'accélérer plus vite aussi. Si on join forces avec quelqu'un qui a des complémentarités, ça peut permettre d'aller beaucoup plus loin. Voilà. Chez Tikehau, aujourd'hui, on a 11 bureaux dans le monde, on couvre 3 continents, on a 7 bureaux en Europe. Donc une entreprise française qui voudrait se développer en Italie, en Espagne, au Benelux, en Angleterre, on a des équipes de private equity et des équipes générales Tikehau, puisqu'on a 570 personnes dans le monde, qui sont présentes et qui peuvent aider, donner des insights de marché, ouvrir des portes, présenter des experts, ouvrir des portes chez des clients potentiels. Voilà, donc tout ça est très utile en Europe. Si l'agenda c'est d'aller en Asie, on a nos 3 bureaux en Asie, à Singapour, en Corée, au Japon. On a Temasek comme actionnaire de référence chez Tikehau. Donc, grâce à tout ce dispositif, ça permet aussi probablement d'aller plus vite et d'éviter certaines erreurs aux chefs d'entreprise. Voilà. Et puis c'est aller aux États-Unis. On a notre cofondateur Mathieu Chabran qui est parti aux États-Unis, qui est à New York depuis plus de 3 ans et qui développe un écosystème. Morgan Stanley est un de nos partenaires. Voilà. Donc de la même manière, effectivement, ça va permettre d'aller plus vite. Et vous mettez des tickets de combien et sur quel type d'entreprise en termes de taille et de maturité d'entreprise? Alors on met des tickets entre 20 et un peu plus de 100 millions d'euros. D'accord. C'est un segment qu'on a identifié comme étant un manque, un petit peu pour les entreprises. Il y a pas mal d'offres de tickets de quelques millions d'euros jusqu'à 5, 10, 20 millions. Mais la phase d'après devient souvent plus compliquée. D'abord, effectivement, ces fonds ont besoin aussi d'avoir une sortie. Et puis, les entreprises grossissent, deviennent plus mondialisées et ont besoin d'une offre complémentaire pour effectivement pouvoir poursuivre leur développement de manière indépendante. Autrefois, la bourse
on pouvait éventuellement servir à travers les marchés de croissance à effectivement lever des fonds en quantité plus importante et être cet accélérateur de croissance. On se rend compte que pour les valeurs de croissance ou pour les petites capitalisations, c'est compliqué. C'est devenu encore plus compliqué depuis 10 ans avec tout ce qui s'est passé depuis 2009 de renforcement de la régulation et des contraintes réglementaires au sens large. Et le capital développement, je pense, inversement, a démontré qu'il avait une valeur ajoutée qui était très forte, au-delà d'apporter des capitaux qui sont apportés au moment de l'opération, on reparlera, qui peuvent aussi être déployés au fur et à mesure du projet et sur un temps relativement long de 5 à 7 ans qui correspond au projet de l'entreprise. Donc effectivement, il y a un cercle vertueux capital développement, mais il y avait effectivement un peu ce manque de capitaux minoritaires, ou capital développement, plutôt capital croissance, en France et en Europe de manière générale. D'accord, donc des tickets en dizaines de millions d'euros, à partir d'un taux de croissance, je crois, de 10% minimum, et sur des entreprises qui font déjà une certaine taille, puisqu'il faut qu'elles aient à peu près 30 millions, je crois, de chiffre d'affaires pour qu'elles soient dans votre radar. Exactement, entre 30 et 500 millions, donc c'est une entreprise PME, ETI, mid-cap. D'accord. Toujours entrepreneuriale, dont l'équipe de management détient toujours la majorité ou en tout cas une part importante du capital et puis souhaite effectivement accélérer. D'accord. On reviendra un petit peu plus tard comment vous les screenez. Yann, qu'est-ce qui fait que vous investissez? Quel taux de croissance vous regardez? Quel type d'entreprise vous baquez? Et comment tu vois ce métier? Alors, quel type on regarde des sociétés technologiques qui sont en rupture, donc qui sont très explosives, donc qui font plus de 10% de croissance. En fait, on cherche des croissances au-delà de 50%. D'accord. Et quand on dit au-delà de 50%, ce n'est pas seulement l'année précédente l'investissement, c'est pendant les 4-5 années, peut-être même plus, de l'investissement, de détention par Eurazeo. Donc c'est forcément des marchés très gros, très profonds, des sociétés qui sont très scalable, donc qui peuvent aller très vite, sans barrière, sans plafond de verre, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'aller à l'international, qui ont déjà démontré leur capacité à s'internationaliser, donc ça c'est très important pour nous. Et qui ont effectivement un avantage concurrentiel, une position de leader. Donc on cherche, nous en particulier, ce qu'on appelle des catégories leaders. Donc des sociétés qui non seulement peuvent créer un marché ou peuvent ouvrir un marché qui existe déjà mais qui se transforme, mais en tant que leader. Et pourquoi en tant que leader? Parce que quand vous êtes leader, vous pouvez lever des capitaux plus facilement, vous pouvez recruter plus facilement. Vous pouvez faire des acquisitions aussi plus facilement. Donc, on a beaucoup d'histoires de M&A aussi dans notre portefeuille, qui est un accélérateur très important de la croissance organique. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'on cherche dans nos cibles. Et le type de ticket, je crois, des tickets jusqu'à 75 millions? Même un peu au-delà, on peut aller à 100 millions d'euros. Donc on investit deux poches qui cumulent à peu près 1,5 milliard aujourd'hui. Et en revanche, ce qu'on fait, c'est qu'on investit rarement 100 millions d'euros du premier coup. C'est-à-dire qu'on commence par un ticket plus petit qui peut être autour de 40-50 millions d'euros. Et ce qui est important, et ce que les entrepreneurs attendent de nous, c'est qu'on soit capable d'accompagner, donc de réinvestir au fil du temps lors des opérations d'augmentation de capital ultérieures, mais surtout lorsqu'il y a des opportunités qui se présentent, qu'on n'a pas forcément prévues, donc notamment du M&A. Il faut être capable de réagir très vite et donc il faut être capable de lever des capitaux assez rapidement. Donc on est là pour ça. Donc quand vous screenez une entreprise, historiquement il y avait un critère, c'était la profitabilité. Puis ensuite c'est devenu la top line growth. Et puis maintenant c'est le TAM, c'est le Total Addressable Market. Quels sont vos critères dans l'identification d'entreprise? Quelles sont vos sources d'approvisionnement et surtout qu'est-ce que vous regardez en dernière ligne droite pour dire j'y vais? Alors, donc il y a effectivement il y a toujours ces critères sont toujours tous très importants. Ensuite, l'accent a été mis selon les époques sur différents critères. Donc la profitabilité a été un critère très important de développement dans le passé. Peut-être un petit peu moins maintenant. On cherche plus de croissance. En fait, ça dépend des cas. C'est toujours la même chose. Quand vous êtes sur un marché très profond, que vous avez la position de leader, que vous avez démontré votre capacité à croître très rapidement, en fait, on a plutôt tendance à pousser les sociétés à investir davantage. Et donc, la profitabilité devient secondaire. La profitabilité à court terme devient secondaire. Devient secondaire à partir du moment où votre croissance est efficace. C'est-à-dire que ce qu'on va regarder, c'est plutôt les taux de marge intermédiaires, donc la marge brute, la marge sur coût variable,
En revanche, les investissements en R&D, les investissements dans l'équipe, même les investissements dans le siège, dans les nouveaux pays, en réalité, on va plutôt les favoriser parce que c'est ces investissements qui vont créer la croissance future. Donc les courbes en J, maintenant vous savez faire. Donc on maîtrise les courbes en J, mais évidemment on maîtrise les courbes en J en étant conscient qu'il y a un vrai projet derrière, qu'on n'investit pas juste pour investir. Donc l'utilisation des fonds qu'on lève, c'est évidemment très important. C'est une question que nous, on pose tout le temps, que normalement tous les investisseurs devraient poser. Mais je pense que tous les entrepreneurs devraient se poser avant de lever. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous êtes sur un marché domestique, vous contrôlez, vous savez que vous utilisez des recettes qui ont fonctionné dans le passé, vous savez comment croître, et vous savez comment prendre ce marché, ou en tout cas prendre des parts de marché. Est-ce que ça a du sens de lever des fonds pour accélérer votre prise de part de marché sur ce marché domestique que vous connaissez très bien et que vous contrôlez? En fait, pas forcément. Parce que vous savez que ces parts de marché, vous allez les prendre plus tard. Et donc, est-ce que se diluer pour ça, ça a du sens pour un entrepreneur? Pas forcément. En revanche, pour développer un nouveau marché, pour ouvrir un pays, pour lancer un nouveau produit, là, ça a du sens parce que ça vous permet de créer des opportunités de croissance ultérieures. Donc, une fois que vous avez pris votre marché domestique, après, il faut de la croissance. Et donc, ces investissements que vous pouvez faire maintenant, si vous ne les faites pas, en réalité, vous allez atteindre un plafond de verre et vous arrêterez de croître au bout d'un moment. Un cas concret où vous estimez que votre fonds a apporté de la valeur de façon stratégique, notamment M&A ou opérationnelle, avec de l'aide sur certains marchés, Content Square, Farfetch, que sais-je? On peut prendre, j'espère qu'on apporte de la valeur à chacune de nos sociétés, mais Content Square, c'est un bon exemple. Content Square est une société française qui s'est développée d'abord en France et ensuite en Europe, et donc qui est une société dans le secteur du logiciel, donc qui fait du software as a service pour ce qu'on appelle le UX Analytics, donc l'expérience utilisateur en ligne. Donc ce marché, qui est dans le marché du cloud marketing, est un marché qui est dominé par les États-Unis. En fait, les gros acheteurs sont aux États-Unis, comme Adobe par exemple. Et donc, pour une société dans ce secteur, aller aux États-Unis et réussir aux États-Unis, c'est très important. Et ce qu'on a fait, notamment pour aider Content Square à réussir aux États-Unis, c'est les aider à racheter leur concurrent américain, qui est une société qui s'appelle ClickTale, donc ils ont racheté en 2019 et qui leur a permis de faire 50% de leur chiffre d'affaires aux États-Unis post-acquisition. Et d'avoir une base sur le marché le plus profond, sans doute. D'avoir une base profonde, d'être le leader non seulement en Europe, mais le leader aux États-Unis, donc en fait le leader mondial. Et du coup, après cette acquisition, Content Square a lancé une stratégie M&A beaucoup plus structurée et systématique. Il y a eu 3 acquisitions qui ont été faites après la première, donc après ClickTale, avec un savoir-faire sur l'intégration, ce qui est quand même aussi très important. Ce qu'on a apporté, mais que maintenant la société maîtrise extrêmement bien. Et on est en permanence en train de regarder un certain nombre de cibles un peu partout dans le monde pour pouvoir justement accélérer la croissance. Donc vous êtes leur direction M&A externalisée de fait. Alors c'est un métier qu'on maîtrise, le M&A, donc évidemment c'est une valeur ajoutée qu'on apporte assez facilement. Ensuite on met à disposition de ces sociétés également notre réseau qui est assez profond pour recruter des gens. C'est très important. Enfin, les talents, les sociétés en fait, reposent sur leur management. Vous pouvez avoir le meilleur produit du monde si l'équipe n'est pas suffisamment forte, solide, ambitieuse, expérimentée, vous aurez du mal à le vendre, ce produit. Donc il faut effectivement au bout d'un moment que les fondateurs s'accompagnent, s'entourent de personnes extrêmement expérimentées qui vont rentrer au COMEX, donc partagent le pouvoir. Et le recrutement de ces personnes est clé, parce que c'est très difficile quand vous êtes fondateur de recruter les bonnes personnes. Quand vous avez des fonds, des actionnaires qui rencontrent beaucoup de gens, qui ont eux-mêmes d'ailleurs des talents dans les autres sociétés de leur portefeuille, et qui peuvent vous donner un avis, en fait, ça devient beaucoup plus facile. D'accord. Emmanuel, un cas pratique où vous avez apporté de la valeur et permis la scalabilité de l'entreprise Growth Backed? Beaucoup d'exemples, parce qu'effectivement, comme je disais, il va falloir choisir un. On a à chaque fois choisi pour cette valeur ajoutée. Non, je peux en choisir un que j'aime bien, une société italienne qui s'appelle Dove Vivo, qui est dans le domaine du co-living. D'accord. Dans lequel on a investi il y a un peu moins de 2 ans, qui a déjà doublé de taille, qui gère aujourd'hui 8000 chambres.
dans ce nouveau métier. Enfin, ce n'est pas vraiment un nouveau métier, mais la façon de l'organiser, effectivement, et d'offrir une offre de logement pour les étudiants ou les jeunes professionnels de façon packagée est un petit peu nouveau. C'était une société juste italienne. Ils nous ont choisis pour 2 raisons. Pour accélérer leur internationalisation, pour réaliser des acquisitions et pour les synergies qu'ils pouvaient trouver à travers nos activités d'immobilier. Donc là, c'est les synergies qu'on peut créer quand on est aussi une plateforme comme Tikeo, beaucoup plus large, qui gère 25 milliards sur différentes classes d'actifs. On gère 10 milliards d'euros en immobilier. Et donc, effectivement, se rapprocher, enfin, notre compréhension du monde de l'immobilier et nos contacts dans le monde de l'immobilier était quelque chose qu'ils ont vu comme étant important pour eux. D'accord. Donc depuis qu'on a investi chez eux, ils se sont développés en France et en Espagne. En France, on les héberge d'ailleurs dans nos locaux, on a 4 personnes. Ce qui, dans cette phase d'incubation, permet d'être très proche de nos équipes immobilières. Vous faites du co-living avec co-living, en fait. On fait du co-living. Donc, ils se sont rapprochés de nos équipes immobilières, ils dialoguent tous les jours, et ça permet d'accélérer, effectivement. En Espagne, ils ont déjà réalisé une acquisition, et ils gèrent un peu plus de 250 aujourd'hui chambres. D'accord. Et en Italie, ils ont réalisé 3 acquisitions également, pour se diversifier dans... Alors, ils ont des appartements, effectivement, dans des immeubles divers et variés dans toutes les villes étudiantes et universitaires d'Italie, et puis ils sont venus dans un autre segment, qui est celui de la résidence étudiante, à travers des acquisitions. Donc aujourd'hui, il y a forte croissance, on veut continuer, on veut aller en Allemagne, on veut aller en Angleterre. Et ça se fait effectivement à chaque fois en proximité avec nos équipes immobilières et par acquisition. Et comment vous jugez un peu l'évolution du marché du capital développement, si on regarde par rapport à il y a 10 ans ou 20 ans, et puis comment vous le voyez un peu plus tard? Est-ce que demain, c'est des tickets en milliards, encore que ça existe un peu déjà aux États-Unis? Et comment ce marché du capital développement a quelque part repoussé, voire disrupté le marché de l'intrant en bourse? Il est effectivement, il est peut-être un peu moins mature sur le private equity, c'est plutôt développé sur la classe d'actifs LBO au début, mais finalement, tous ces savoir-faire qui ont été construits en LBO sont en train d'être amenés au niveau du capital développement. Et donc, au-delà, effectivement, d'accompagner juste, effectivement, avec du financement, c'est une offre d'accompagnement, quelque part, avec des operating partners qu'on peut mettre à disposition des sociétés et des équipes de management et qui les aident à résoudre un certain nombre de problèmes, des réseaux d'experts qui peuvent devenir administrateurs indépendants et puis là aussi accompagner, des senior advisors au niveau mondial qui peuvent accompagner, des partenariats. On a développé divers partenariats dans le monde du digital pour accompagner la transformation digitale, comprendre ce qui se passe et voir comment est-ce que les process, on peut les rendre plus efficaces avec du digital. Donc ça, souvent, c'est une thématique effectivement du chef d'entreprise qui ne sait pas forcément par où commencer ou comment éviter de dépenser énormément d'argent pour des choses qu'on mettra à la poubelle au bout de 2 ou 3 ans. Donc de manière pragmatique, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc là, on a beaucoup de choses à partager et des partenariats. Au niveau ESG et tout ce qui se passe au niveau... carbone, réduction des énergies, réduction de la consommation. Alors, on a monté, nous, un fonds spécialisé capital développement. Je connais un très bon expert, si vous en manquez. on a annoncé il y a 15 jours le dernier closing d'un fonds qui fait 1 milliard d'euros et qui est dédié à cette thématique d'accélérer les entreprises mid-cap du secteur pour leur apporter des capitaux et faire en sorte que, par cette accélération, elles vont avoir un impact effectivement encore plus fort dans aider l'économie effectivement à transitionner de ce monde très intensif en émissions de carbone vers un monde effectivement beaucoup moins carboné. D'accord. J'ai perdu ta question. Non, c'était comment le marché du capital développement disrupte donc je pense qu'il y a cette professionnalisation qui se met en place avec un dispositif qui est beaucoup plus complet, beaucoup plus professionnel, et une maturité qui se met en place. Et puis ensuite, effectivement, les segments se mettent en place les uns après les autres. D'abord du small, puis du lower mid, puis du mid. Et je pense que oui, c'est amené à se développer. Et puis un jour, la bourse prend le relais. C'est-à-dire que la bourse, c'est pas par opposition à la bourse. La bourse, je pense, est complémentaire. A un rôle à jouer, mais probablement pour des entreprises plus grandes et va leur amener plus de notoriété, des capitaux plus importantes, mais quand elles ont atteint une taille qui leur permette effectivement de supporter aussi les contraintes de cette bourse. Pierre-François, en 2007, quand tu crées Ecovadis, tu es déjà serial entrepreneur. La bourse, c'est l'objectif ou pas du tout? Et puis aujourd'hui, comment tu vois les sources de financement et comment on peut les jouer les unes contre les autres, j'ai envie de dire, en tant qu'entrepreneur? Non, la bourse, c'était pas du tout l'objectif. On n'y pensait même pas. Notre objectif, c'était de créer un leader mondial. Et puis, on se préoccupait pas tellement des problématiques de financement. Aujourd'hui, la bourse, on y réfléchit. On a demandé à notre CFO cette année de mettre en place de lancer le programme pour préparer l'entreprise à une entrée en bourse possible, en se disant que ça
C'est une option. C'était des choses qui mettaient du temps et puis qui pouvaient nous aider à solidifier un certain nombre de process. Voilà. Donc mais en même temps, il y a énormément d'options. Voilà, rester privé, faire plusieurs tours, plusieurs étapes de private equity. Quoi. Donc c'est pas forcément, c'est pas la seule option certainement. Quoi. Et dans le couple dirigeant-fonds, est-ce que vous avez été, toi et ton cofondateur, parfois frustrés ou plutôt satisfaits? Et comment vous avez équilibré et contribué à structurer un couple équilibré entre bailleurs de fonds et tauliers, entre guillemets, qui portent le projet de croissance et qui vont chercher la croissance avec les dents? On a été frustrés dans le passé quand on avait monté d'autres entreprises dans les années 2000. Voilà, on était moins expérimentés peut-être, on a sans doute fait des erreurs. Donc on a tous les deux, Frédéric et moi, on a tous les deux monté des boîtes, levé beaucoup de fonds, structuré des term sheets, abracadabrantes, etc. Et puis quand le marché s'est retourné, on a été un peu déçus de leur comportement. On a eu des relations parfois difficiles. Voilà, avec Partech, avec CVC, ça se passe extrêmement bien. Donc la boîte marche bien, donc c'est plus facile, c'est sûr. Voilà, l'idée c'est de toujours trouver des sujets d'amélioration, d'innovation. On parlait d'exemples concrets là, de choses qui peuvent être apportées. Voilà, quand on a fait le levée de fonds avec CVC l'année dernière, une des questions qu'on leur a posées, c'est quid de votre propre politique ESG, parce que nous on est la notation ESG pour le supply chain. Voilà, et donc on leur a demandé d'expliquer effectivement est-ce qu'ils étaient alignés avec nos valeurs. Et on est arrivé à l'idée de lancer un nouveau produit, qui est une diversification des Covadis, qui est en fait de lancer une plateforme pour noter non pas les fournisseurs, mais évaluer les participations des GPs, fournir des indicateurs aux LPs. Voilà, donc on a lancé cette nouvelle offre private equity. CVC est en train de déployer ça sur tout son portefeuille. On a signé 6 autres fonds de private equity aux États-Unis et en Europe. Voilà, donc ça c'est une innovation où ils ont apporté leur puissance de feu quelque part. L'idée de les challenger sur l'environnemental et le social. Exactement. Et dans ce couple, bon, c'est sûr que si ça marche bien, c'est plus facile. Est-ce que le critère clé, ce n'était pas qu'ils connaissent votre secteur, mais en même temps, votre secteur, vous l'avez un peu inventé. Donc comment vous avez éduqué le fonds à vos critères, à votre stratégie, à vos points de modélisation, et comment eux, peut-être, vous ont apporté aussi de la hauteur de vue pour mieux modéliser l'hyperscalabilité? Alors, une chose qu'on a fait depuis plusieurs années, c'est et c'est peut-être une bonne pratique pour d'autres entrepreneurs, on est en contact régulier avec une quinzaine de fonds. Voilà, Partech, ça faisait 4 ans qu'on leur parlait une fois par an. Voilà, on n'avait pas de projet de levée de fonds à ce moment-là, mais on voulait les tenir au courant de ce qui se passait. Donc on leur donnait des informations régulières sur le développement de la boîte. CVC, c'est un peu la même chose. Ça fait 6 ans qu'ils nous suivaient, qu'ils nous avaient identifiés. Et puis en fait, le fait d'avoir un point annuel régulier, voilà, ils voient ce qui se passe, ils comprennent la boîte, ils voient qu'on délivre chaque année ce qu'on leur avait dit. Voilà, donc le teasing était magnifique. Oui, ou la climatation respective. Donc en fait, quand on a lancé le process formel, voilà, de levée de fonds avec une banque d'affaires, avec tout un processus très accéléré, mais il y avait une demi-douzaine de fonds qui, eux, ils suivaient déjà Ecovadis depuis longtemps et ils avaient quelque part déjà décidé que... Voilà, c'était intéressant. C'était intéressant. Yann, comment toi tu essaies de construire ce couple fonds dirigeants, et notamment, c'est un peu chez eux quand même. Parfois, à coup de levée de fonds, ils sont plus majoritaires, mais c'est quand même eux qui font tourner la maison. Comment tu essaies de leur donner de la hauteur, de la valeur ajoutée? En fait, c'est très vrai. C'est-à-dire que même avec 5% du capital, un fondateur qui a créé sa société, l'a emmené à ce moment-là à recruter quasiment tout le monde, reste chez lui. Donc ça, c'est un point qui est très important et qui d'ailleurs fait parfois un peu peur aux entrepreneurs. La dilution fait peur, le fait de baisser son pourcentage au capital fait peur. La réalité, c'est que le fondateur a quand même la main, ou les fondateurs ont quand même la main sur beaucoup de choses. Et donc nous, notre rôle, c'est pas de... même quand on cumule nos participations, on a parfois plus de 50% du capital. Je parle des investisseurs financiers. Avec d'autres fonds. Notre rôle, ce n'est pas de prendre la direction de la société. On est là pour justement leur apporter ce qu'ils n'ont pas, c'est-à-dire ce qu'on disait tout à l'heure, donc la capacité à croître
Et donc je pense que l'essence même, donc les fondamentaux de la relation entre un entrepreneur et un investisseur, c'est la valeur ajoutée de l'investisseur et d'ailleurs de l'entrepreneur. C'est ce qu'on s'apporte mutuellement. Je pense que quand on n'a pas ça, quand on ne s'apporte rien, il n'y a pas de relation. Quand on s'apporte quelque chose, on peut construire une relation. Et en réalité, le dialogue avec un entrepreneur repose sur justement des projets concrets qu'on lui apporte. Donc, j'ai beaucoup parlé de M&A, mais on peut parler aussi de recrutement, de développement commercial. Quand on fait des introductions à des grands corporates pour des sociétés B2B, on a un sujet intéressant d'échange. Quand on parle de la stratégie, donc ouvrir des nouveaux pays, faut-il investir dans ce domaine, faut-il ne pas le faire. Voilà, il y a énormément de sujets sur lesquels on peut avoir un avis pertinent parce qu'on l'a déjà vu. En fait, on n'en parle pas beaucoup, mais notre expérience en tant qu'investisseur est d'une richesse énorme pour un entrepreneur qui, surtout un premier entrepreneur, quelqu'un qui lance sa société une société pour la première fois, qui est assez jeune, qui n'a pas vu ce qu'on a vécu. Et donc voilà, donc le dialogue repose vraiment sur des projets concrets, sur des actions concrètes, de ce qu'on vraiment on peut leur apporter. Et est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une sorte de pression? On voit de plus en plus de levées de fonds à 2 chiffres au sens 10 à 100 millions, ou 10 à 99, et à 3 chiffres, c'est-à-dire des levées à plus de 100 millions, et où donc quelque part vos concurrents peuvent tout d'un coup changer totalement la physionomie d'un marché parce qu'ils sont tout d'un coup flush with cash, très riches, très capables de rajouter des dizaines, voire des centaines de développeurs. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une sorte de toise de la croissance qui a gagné un tour? Et comment vous aidez les entrepreneurs face à cette pression concurrentielle? En fait, je pense que ce n'est pas aujourd'hui, hein, ça fait très longtemps que ça existe. D'ailleurs, pourquoi les États-Unis et la Chine dominent aujourd'hui le monde technologique, c'est parce que ces sociétés, ces entrepreneurs ont levé énormément de capitaux qui leur a permis de se développer plus rapidement et de gagner des marchés et d'améliorer leurs produits aussi, ce qui est un sujet important. Donc il était temps que l'Europe se réveille. Donc il était temps que l'Europe se réveille. La bonne nouvelle, c'est que l'Europe se réveille. Moi, je ne pense pas qu'il y ait des excès en Europe aujourd'hui. Je pense qu'on est juste en train de rattraper un retard. On est encore en retard, il faut quand même le dire. Ouais. On est très en retard par rapport aux États-Unis et à la Chine. Et c'est dommage parce qu'il y a des talents incroyables en Europe, une formation qui est très bonne. Il y a aujourd'hui le tiers, même peut-être plus, des promos des grandes écoles françaises qui vont créer leur société ou qui rejoignent des startups, donc à des niveaux COMEX. Donc c'est très intéressant. Évidemment, ce n'était pas du tout le cas il y a 10 ans. Mais on rejoint aussi, en cela, on rejoint un peu les écoles américaines. On rejoint les promos des Stanford, par exemple, des Harvard, qui se tournent vraiment vers l'entrepreneuriat. Donc il y a le même substrat, il y a la même qualité, il y a la même ambition aujourd'hui. Les entrepreneurs européens veulent conquérir le monde, ce qui n'était pas forcément le cas il y a 10 ans. Et il nous manquait les capitaux, et je pense que les capitaux, ils arrivent. Ils viennent beaucoup des États-Unis. Il y en a assez peu en Europe aujourd'hui. On est le plus gros fonds européen qui fait des investissements en growth equity. Donc il en faut d'autres. Et je crois qu'il y a des initiatives, notamment en France, très intéressantes qui ont été mises en place, notamment par Philippe Tibi, pour créer des fonds très importants, des fonds européens capables de soutenir ces sociétés. Donc pourquoi lever beaucoup? C'est exactement pour la question que tu poses. C'est pour garder ce leadership. Quand on est une société européenne leader, c'est parce qu'on a bien fait les choses dès le départ. On a fait un bon produit, on a fait une croissance efficace. En général, on est plus efficace que les autres parce qu'on a moins de moyens. On a bien recruté, mais il faut garder ce leadership. Et pour garder ce leadership, à un moment, dans la croissance d'une société, il faut lever des capitaux. On n'a pas le choix. Tu as lancé Eurazeo Growth en 2014, donc c'est une start-up de 7 ans, d'accord, qui a combien de milliards dédiés au growth et comment tu vois l'activité growth dans 10 ans? Alors, on a effectivement démarré il y a un peu plus de 6 ans. On a 2 milliards, un peu plus de 2 milliards dédiés au growth. Allez, on accélère. Donc, il faut accélérer. Donc, on lève des fonds. C'est très bien. On lève des milliards. Mais non, mais c'est vrai, il faut accélérer. Est-ce que dans 10 ans, je vois Eurazeo Growth à 2 milliards d'euros ou en train d'investir des fonds d'1 milliard? En fait, non, pas du tout. Dans 10 ans, je vois Eurazeo Growth au même niveau que des fonds américains. C'est-à-dire ton benchmark Summit? Qui ont des dizaines de milliards sous gestion. D'accord. Ça peut être Summit, ça peut être d'autres. Qui les investissent pas seulement sur leur marché domestique, pas seulement aux États-Unis, mais aussi partout dans le monde, ce qui permet de bénéficier, faire bénéficier à d'autres leur expérience.
Et je pense que c'est important aussi pour l'Europe de rayonner en dehors de l'Europe, donc pour les fonds européens de rayonner aussi aux États-Unis, mais aussi en Chine, par exemple, ou dans d'autres régions. Donc oui, beaucoup d'ambition de notre côté. Oui. Et de ton côté, Tikehau, qui est aussi une entreprise entrepreneuriale, dont tu as lancé aussi le pôle private equity. Oui, c'est une très bonne nouvelle. Et pour rebondir sur ton introduction, où tu disais que c'était un peu le parent pauvre à un moment, enfin, c'est bien de voir effectivement qu'il y a un vrai réveil. On a commencé, nous, à aller voir des investisseurs. On avait commencé à investir sur notre bilan de Tikehau, donc sur les fonds propres, pendant assez longtemps, en étant nous-mêmes investisseurs, effectivement. Voilà. Et puis on a décidé fin 2017 d'ouvrir nos stratégies et fort du succès et du track record qu'on avait pu développer, de dire, voilà, regardez, le capital développement, il y a des très belles choses à faire, très belles histoires, beaucoup de valeur ajoutée à les apporter, et donc de la performance pour l'investisseur. Tout en étant vraiment utile à l'économie, voilà. Parce que cette notion d'utilité rejoint l'ESG. Enfin, voilà, les LP veulent aussi une utilité à l'argent qu'ils investissent et une responsabilité attachée à ça. Donc on a commencé à lever des fonds fin 2017, début 2018, on avait 0 sous-gestion, on a 3,5 milliards 3 ans plus tard. Donc voilà, 3,5 milliards qui ont pu être levés. Donc il y a un engouement, il y a un appétit des investisseurs pour autant qu'on ait une offre qui corresponde effectivement et qui soit suffisamment bien développée. Alors après, c'est une bonne nouvelle effectivement en Europe aussi, dans la technologie, mais il n'y a pas que la technologie, il y a plein d'autres secteurs qui ont besoin d'accélérer si on veut développer un leadership en Europe. Celui de l'ESG et de la transition énergétique en est un. Voilà. L'Europe est très en avance sur ces thèmes-là, mais il faut des capitaux aujourd'hui si on veut accélérer et créer vraiment des champions mondiaux. Hydrogène. Comme hydrogène. Voilà. Et si on ne le fait pas, on va être rattrapé par les Chinois et les Américains. Aujourd'hui, on développe des panneaux photovoltaïques qui sont fabriqués en Chine. L'automobile de demain, les batteries, si elles sont fabriquées en Chine, voilà, la valeur ajoutée va se faire ailleurs. Or, effectivement, avec toutes les annonces qui sont faites de tous les pays qui veulent devenir net zéro 2040, 2050, 2060, toutes les grandes entreprises net zéro 2040, 2050 qui vont devoir du coup demander à tous leurs sous-traitants de la manière de faire des efforts et d'aller réduire leur empreinte carbone, etc. Donc tout ça, il faut faire bouger tout ce secteur-là, il faut aller chercher de l'efficacité énergétique, et il y a des champions, et il y a de la technologie, et il y a des services, et il y a une façon de le faire, et des business models qui sont en train de se créer là-dedans et qu'il faut absolument accélérer, et c'est une opportunité géniale, voilà, et assez unique pour l'Europe de prendre ce leadership, mais ça va se faire effectivement avec des capitaux. Alors, c'est pas que la technologie, énergétique, et il y en a d'autres, cybersécurité, souveraineté européenne. On veut effectivement, et je pense que on a pris conscience d'un certain nombre de choses. Donc il y a eu un phénomène de mondialisation très fort, et aujourd'hui on revient avec des pôles Europe, Chine, US, et en Europe, entre autres sur celui de la cybersécurité, du cloud européen. Il y a énormément de choses à faire aussi. Ce sont des opportunités, donc il faut apporter des capitaux à ceux qui le font et créer des champions mondiaux. Donc le CapDev est élément de souveraineté. Si on ne veut pas que ça bascule chez SoftBank, qui a disrupté en grande partie le marché du CapDev avec des tickets en milliards, on pense à WeWork, on pense à Uber aussi et plein d'autres entreprises. Un autre disrupteur, Andreessen Horowitz, le fondateur de Netscape et du browser qui a révolutionné l'Internet et qui, avec Andreessen Horowitz, a révolutionné le CapDev aussi avec des tickets en centaines de millions depuis déjà 10-15 ans aux États-Unis. Vous, comment vous allez disrupter le marché européen du CapDev pour que l'Europe garde ses champions? Parce qu'aujourd'hui, ils basculent au Nasdaq ou ils se vendent à une entreprise technologique américaine. Et j'aimerais que ça ne soit pas le cas pour Pierre-François, qui décidera de toute manière souverainement ce qu'il veut faire avec l'aide de ses partenaires fonds. Mais voilà, comment vous voyez cette accélération européenne? Est-ce que les instances européennes sont attentives à ce paramètre? Peut-être Yann? Alors je pense qu'elles sont attentives, ça c'est très clair, et elles le répètent depuis plusieurs années maintenant. En revanche, on a beaucoup parlé du growth equity, du CapDev et de l'accompagnement, et je pense que les choses sont en train de se mettre en place. C'est insuffisant, mais ça avance bien. Tu parles de l'introduction en bourse. Là, il y a énormément de travail à faire. Il y a un problème. Il y a un problème. Je pense qu'il y a un problème qui est aussi lié aux candidats. C'est-à-dire qu'il y a assez peu de candidats, notamment dans le secteur technologique, européens qui veulent s'introduire en bourse en Europe. Il y en a de plus en plus, donc c'est une bonne nouvelle. Une société polonaise qui s'appelle Allegro qui s'est introduite l'année dernière. Une société anglaise qui s'appelle The Hut Group qui s'est introduite aussi en fin d'année dernière. Il y a des sociétés allemandes. Il y a Adyen dont on parle, qui est Sartorius. Amsterdam. Mais bon, voilà, en fait, on a... Pas assez.
En tout cas, on a suffisamment de voix pour les nommer, ce qui ne devrait pas être le cas. Et ça, je pense que ça va venir aussi avec le pipeline qui est en train de se créer. Parce que la bonne nouvelle, c'est que moi, dans mon portefeuille, dans le portefeuille d'autres fonds, il y a des sociétés technologiques qui vont très vite, qui sont essentiellement européennes et puis qui ont cette mission. En fait, ce qui est intéressant, c'est que les entrepreneurs ont cette même mission de souveraineté, de reprise de participer à un marché profond. Exactement, européen. Que les gouvernements, que les États. Et donc la place de cotation, qui avait peut-être moins d'importance avant, ou en tout cas il fallait se coter au Nasdaq parce que c'était plus prestigieux, ou parce que c'était la seule possibilité. Aujourd'hui, je vois des entrepreneurs qui ont vraiment envie de se coter en Europe et qui vont tout faire pour se coter en Europe. Une société comme Doctolib, ça n'a aucun intérêt, voilà, ça paraît absurde d'aller se coter aux États-Unis. Une société comme ManoMano, c'est pareil, c'est une société européenne, les marchés sont en Europe. Donc, pas forcément d'intérêt d'aller se coter aux États-Unis. Donc, il faut rendre ça possible. Il faut que Cathy Wood regarde un peu plus de notre côté. Exactement. Mais c'est le cas. Allegro, c'est une société 100% polonaise et qui s'est cotée en Pologne. Donc, c'est le cas. Aujourd'hui, l'Europe attire des capitaux étrangers, des capitaux américains, des capitaux asiatiques. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Il faut en profiter. On a donc les sociétés, on a les cibles qui peuvent aller s'introduire en bourse. On a les capitaux. De plus en plus de capitaux européens pour soutenir justement ces sociétés. Donc je pense qu'on a tous les éléments pour faire de l'Europe et de la bourse européenne un succès. Pierre-François, le mot de la fin pour un entrepreneur. Est-ce que tu participeras au rayonnement européen des intrants en bourse et des entreprises cotées, ou est-ce que non, le no coté c'est bien et on peut y rester longtemps et croître longtemps avec ce modèle? Je pense que l'histoire d'Ecovadis et la résonance que peut avoir Ecovadis auprès d'un public large, voilà, ça peut rendre ça peut rendre une IPO intéressante, quoi, voilà, on considère. Voilà, maintenant, il y a de la tech et de l'énergie. Exactement. Maintenant, nous, l'objectif essentiel, c'est qu'est-ce qui nous permettra d'avoir le plus d'impact, voilà, au-delà des modes de financement qui sont une technique quelque part. Voilà, nous, c'est qu'est-ce qui va faire qu'on aura le plus d'impact pour décarboner les supply chains, pour augmenter notre couverture. Et voilà. Et vous parliez du rôle de leadership de l'Europe en matière de transition énergétique. Voilà, ça c'est une raison de rester européen. Et je voulais terminer par ça. Pour tous ceux qui sont intéressés par ce sujet ESG et transition énergétique, on organise notre grande conférence annuelle lundi et mardi. Voilà, tout le monde peut s'inscrire maintenant que c'est virtuel sur le site ecovadis.com. Et on lance notamment une nouvelle solution sur le carbone, voilà, pour décarboner les supply chains. On est très heureux par exemple d'avoir le vice-président Al Gore qui participera pour faire part de ce qui se passe sur le carbone en ce moment aux États-Unis. Et voilà. Donc il y a un vrai leadership en Europe. Le but, c'est d'avoir un rayonnement global et pas d'être européen. Mais je pense sur ces sujets-là, voilà, il y a des raisons de rester européen. Pour tous ceux qui nous écoutent et pour Emmanuel et les fonds, à vos agendas, lundi, mardi, conférence ESG avec Al Gore sur le RSE. Merci beaucoup, merci d'avoir partagé sans chichi ces clés de croissance et cette tension dynamique pour créer des champions européens. Que le capital investissement continue à s'auto-disrupter pour dépasser son état actuel et on va essayer de faire bouger les pouvoirs publics pour que la bourse européenne soit une réalité au même niveau que le Nasdaq. Merci à tous. Merci. Merci.